Bienvenue à l'émission Décryptage. Nous allons parler de la notion du choix de conjoint. Le choix de conjoint repose sur un jeu de contraintes morphologiques et des dispositions inconscientes à des visées stratégiques. Dans la famille traditionnelle, le choix du mari ou de la femme est lié au bien, à la dot, à la lignage ou à la propriété des terres. Aujourd'hui, comment s'opère la recherche du conjoint? Dans le microcosme comorien, comment se déroule en paix cette recherche du conjoint, c'est-à-dire le mari, la femme, dans le monde parisien? Donc, pour aborder ces questions, j'ai invité M. Moussa Ali Djamal, sociologue et écrivain, pour aborder ces questions-là aujourd'hui. Bonjour, M. Djamal. Bonjour. Donc, j'imagine que ce sujet vous tient à cœur en tant que sociologue de la partie comorienne en France. Oui, cette question est importante parce qu'on est dans un espace migratoire, c'est-à-dire une société différente que la nôtre, ayant des lois, des modes de vie, des styles de rencontre différents que ceux que nous avons connus à l'espace d'émigration, c'est-à-dire les Comores. Bien entendu, une fois dans des sociétés d'immigration comme la France, il y a des modifications. Il y a des modifications à la fois sur le mode de rencontre, le lieu de rencontre, les critères d'alliance, de mariage, bien entendu. Tout cela se modifie, raison pour laquelle il n'est pas inutile de parler de ce sujet. Oui, d'accord. Donc, pour commencer, c'est-à-dire, je viens de le dire, nos parents, pour se marier, il suffit que mon oncle ou bien mon père aille voir chez la famille de votre femme, de votre famille, demander la main d'un mari ou d'une fille. Est-ce que cette façon traditionnelle de faire les choses s'opère ici en France ou... Cette stratégie de recrutement ou d'alliance, parce que quand il s'agit de mariage arrangé, quand il s'agit, c'est pas forcément un mariage arrangé, mais ça se rapproche un petit peu des mariages arrangés. C'est-à-dire quand il y a une délégation dans une famille, en tout cas, à quelqu'un, à un membre de la famille, d'aller recruter, d'aller chercher une femme, un mari. Là, on est dans un ordre d'un mariage, traditionnel. C'est-à-dire que le choix individuel n'y est pas. Même s'il y a un amour entre les deux époux, les deux maris, les deux prétendants, mais quand il s'agit de ce choix-là, le choix individuel n'existe pas. Le primat de l'individu n'existe pas. Alors, est-ce qu'en France, cette façon de fonctionner, de recruter, de se marier, existe? Oui, existe, mais certaines populations. Pourquoi? Pourquoi ça existe en France? Alors qu'on est... en Europe, en Occident, là où le sentiment prime sur la raison, là où le coup de foudre est plus mis en avant que la raison, pourquoi ça persiste? Oui, ça, on va voir si le sentiment prime, le coup de foudre est possible, on va voir tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'en France, il y a ce type de mariage? C'est-à-dire, on délègue à quelqu'un, un membre de la famille, d'aller choisir. Tout simplement parce que d'abord, on est loin. On est loin, on est dans un vaste champ. C'est-à-dire, le marché matrimonial n'est pas maîtrisable. Le prix aussi, non plus. Alors que dans un cadre de village, eh bien, tout le monde connaît tout le monde, chacun connaît les informations de chacun, la biographie est connue, est rendue publique, tout ça, c'est très facile. Alors ici, eh bien, c'est pas évident de connaître comment le prétendant ou le candidat, comment il vit, d'où il vient, est-ce que les informations qu'il détiennent, qu'il donne sont vraies, sont valides, sont authentiques ou pas. Donc alors, déléguer à quelqu'un qui maîtrise déjà le mode traditionnel de mariage, et encore choisir un membre du village, ça rassure les parents. Parce que, eh bien, on fonctionne sur le modèle ancien. Hein. Donc ça rassure les parents, ça rassure les jeunes couples, la raison pour laquelle ça continue. Alors que choisir quelqu'un d'autre hors du cadre villageois, c'est inquiétant.
C'est inquiétant, il y a du doute, il y a du doute de l'identité de la personne, il y a du doute des informations données, il y a du doute de l'avenir aussi du couple. Raison pour laquelle ce type de mariage existe toujours. D'accord. Selon vous, où se racontent les gens? C'est-à-dire dans la famille traditionnelle française, il y avait deux catégories de rencontres. Il y avait le rencontre qui s'opère dans la place publique, notamment pour les classes populaires, ouvrières, c'est-à-dire, et la classe élitiste qui se rencontre dans des cafés privés, dans des cercles fermés, où se racontent les jeunes Comoriens pour se marier. Où se racontent-ils? Alors, la géographie des rencontres s'est constituée de façon multiple et complexe, en tout cas à l'espace migratoire français. Donc, là, bien entendu, toujours le type de rencontre traditionnelle villageois existe à travers, par exemple, les journées culturelles, où les parents, pendant la journée, préparent leurs filles, les décorent, le donnent en tout cas l'endimanche, comme on dit, pour qu'elles puissent profiter de cette occasion de trouver un prétendant, un fiancé, un candidat. De préférence du village. De préférence du village parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça rassure les parents. Parce qu'on connaît tout le monde, on connaît les informations de chacun, d'où ça vient, la biographie de chacun. Donc ça rassure. Mais ce n'est pas uniquement le lieu de rencontre, en tout cas des Comoriens de France. Ce n'est pas forcément dans ce cadre-là de rencontres villageois au moment des journées culturelles, mais il y a d'autres lieux de rencontre, notamment Internet. Internet, aujourd'hui, l'emporte sur tous les espaces. Même si c'est compliqué, c'est pas évident parce qu'il y a toujours l'endogamie, c'est-à-dire les mariages de même intra-groupe. Intra-groupe, effectivement, ça, on va en parler, mais pas forcément Internet, mais il y a aussi dans les marchés aussi, le marché qui est lieu formé, en même temps des médiations. Quelqu'un connaît quelqu'un, et donc le présent... Le bouche à oreille. Le bouche à oreille fonctionne très bien dans le métro, à l'université, au travail, tout ça, ça fonctionne. Alors, quelle catégorie correspond à un type de lieu de rencontre? Ça, c'est une autre histoire. D'accord. Disons que une des difficultés qui rencontrent aussi les prétendants au mariage, c'est cette barrière du village ou bien de la région, du quartier d'origine. Certains jeunes qui souhaiteraient se marier, donc se heurtent à ce genre à cette difficulté, comme quoi toi, tu es issu d'un tel village ou bien d'une telle région, même si les sentiments sont valables, mais on a des difficultés à se réunir. Et comment expliquez-vous ça? Est-ce que l'avenir du couple du jeune Comorien en France n'est pas la diversification régionale des mariages? La difficulté qu'il y a à se marier avec un conjoint co-villageois est liée au fait que, effectivement, il y a trop d'informations. Donc, même si d'un autre côté ça rassure, mais de l'autre côté ça inquiète. Et en même temps, nous, on a vécu dans un espace où tout le monde connaît tout le monde, où les amours aussi étaient d'une certaine façon fourriéristes. C'est-à-dire un certain de partage. Et du coup, il y a la méfiance ou la difficulté mais aussi, il y a l'esprit moderne qui domine chez les jeunes gens en disant je ne veux pas me marier avec un co-villageois. Il y a même des groupes sur Internet qui se mobilisent contre les mariages co-villageois, qui considèrent que c'est démodé, c'est vieillot, c'est pas à la mode. C'est comme si je suis un esprit grégaire, nietzschéen, donc, alors que je me considère dépasser toutes ces formes d'alliance co-villageoise. Donc je vais me marier avec. Mais ça ne concerne pas tout le monde. Même si les gens qui osent dépasser ces frontières symboliques qui imposent aux jeunes gens, aux jeunes filles de se marier avec de conjoints co-villageois, mais quand même cet esprit-là domine aussi le jeune. C'est-à-dire qu'il y a le risque d'aller, parce que là, le risque c'est d'aller, de franchir le pas, de se marier avec quelqu'un de différents villages, et aussi le contrôle social qui est très important aussi, qui essaie d'empêcher ce projet se réaliser. Donc le mariage, c'est aussi... il y a des stratégies à faire, c'est-à-dire une femme a des stratégies pour trouver un mari, notamment il met en valeur un peu son capital physique et le caractère. Chez l'homme, c'est le capital social qui prime.
Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a dans la communauté comorienne de France, c'est-à-dire, ces critères sont pris en compte, ou bien c'est l'apparence, ou bien c'est l'apparence joue un rôle important, ou ça joue pas ce rôle-là? Non, présenter de cette façon-là me paraît exclusive, essentialiste, c'est-à-dire catégorique. Il n'y a pas une façon pour les hommes de rencontrer, de sélectionner, de trier, de chercher ou d'éviter un prétendant, un conjoint, et une autre façon pour les hommes. Non, c'est selon l'origine sociale surtout et culturelle de la personne. On peut trouver des gens qui, pour eux, ils mobilisent le capital corporel. La danse, par exemple, est devenue une source très importante, qui ont beaucoup une aisance de rencontrer un conjoint lors de la danse. La danse, une rencontre dansante est beaucoup plus efficace chez certains qu'une rencontre, je dirais, culturelle ou sociale. Donc les comparaisons aussi diffèrent des uns et des autres. Il y a certains qui regardent ce qu'on appelle, François Singly appelle les comparaisons des positions sociales, c'est-à-dire regardent au niveau de conjoint, les critères de conjoint. Est-ce que ça me correspond, son profil me correspond, ses affinités correspondent au premier, mais d'autres regardent ce qu'on appelle les comparaisons des origines. Est-ce que sa famille correspond à ma famille? Le goût de l'amour, les affinités affectives naissent souvent de ces deux positions, soit des positions sociales, qu'on regarde l'individu, la personne, ce qu'elle peut apporter, ce qu'elle projette, son rapport au couple, son rapport à l'amour, son rapport à la famille, ou bien on regarde aussi les origines sociales, est-ce que ça correspond à ma famille. Ceci étant, certains regardent aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a une rencontre dansante, mais il y a aussi une rencontre, je dirais, culturelle. Certains regardent le profil. Est-ce que son profil me correspond bien à mon profil à moi? Raison pour laquelle les rencontres Internet, on dit souvent que c'est une grande forêt où on peut rencontrer n'importe qui à n'importe quel moment. Il y a une loi, c'est pas n'importe qui. Vous pouvez regarder, il y a les profils, par exemple, sur Internet, sur Facebook, par exemple, où il y a beaucoup de comoriens. Mais il y a les profils, les gens regardent le profil quand même, regardent le profil, les photos, quelles sont la qualité des photos, où elle a pris les photos. Ça donne des indices, des informations pour le choix, pour faire un choix, mais aussi la façon de réagir, de commenter, comment elle réagit. Parfois, ses amis, même si c'est compliqué, parce que tout le monde est ami de tout le monde, mais quand même, ça donne des indices, ça donne des informations. Et parfois aussi, donc ça permet d'aller à la rencontre. On regarde les profils, les photos, ou le groupe auquel elle est affiliée, elle s'est abonnée, comment elle réagit, quels sont les commentaires, comment elle parle. Donc tout ça, des rencontres virtuelles, ça donne des informations, parce que ça donne des informations sur l'identité de la personne, sur son comportement, sur son état mental, sur tout, sa psychologie générale. Et sa psychologie, effectivement, générale. Donc les critères diffèrent des uns et des autres. Il n'y a pas une façon pour les femmes et une façon pour les hommes. Ceci étant dit, qu'effectivement, les jeunes gens issus des villages ruraux des voyages ruraux comme le mien, ont tendance souvent à se rencontrer dans des journées culturelles organisées par les villages. Ou alors par des fêtes familiales, par exemple, des fêtes lors des mariages moins importants, se rencontrent là. Sinon, les rencontres de jeunes gens issus des villes relativement éduquées se rencontrent dans des associations extra-villageois. Ou bien dans des dîners ou dans des repas organisés par des familles respectives. Tout à fait, c'est-à-dire dans des lieux fermés, contrôlés par la famille, où il y a droit d'entrée. Le droit d'entrée n'est pas relativement moins élevé. Donc, je vais, avant de finir, parler d'une question qui touche en PS, c'est-à-dire notamment en ce qui concerne les mariages mixtes, c'est-à-dire les mariages entre un Comorien ou une Comorienne avec quelqu'un de nationalité différente, qu'il soit arabe ou français de souche ou africain. Donc, est-ce que vous pouvez dégager un profil de ces gens-là qui peut se marier avec
un étranger au sens bien entre guillemets, est-ce que tout Comorien se sent capable de se marier avec un étranger? Et sinon, pourquoi pas? Quelles sont les barrières? En général, en tout cas chez les femmes, les mariages mixtes, pour elles, en fait, une Comorienne qui se marie avec un conjoint de nationalités différentes, c'est souvent les gens les plus éduqués, c'est-à-dire qu'il y a une culture très avancée, culture, je dirais, française, bien entendu, qui ont été à l'école, qui ont des diplômes qui leur permettent de se détacher du contrôle social, des traditions, voire même du poids de la famille. C'est souvent ça, a toujours été comme ça. Ce sont des femmes diplômées, culturellement avancées, impliquées dans des formes d'association, souvent ce sont de femmes qui ont pris une indépendance très très jeune, hein, qui ont quitté le foyer familial, hein, le structure d'hébergement familial très jeune, et qui ont été socialisées, scolarisées dans des lycées où il y a peu de Comoriens, par exemple, où les rencontres entre Comoriens n'est plus possible. Donc on se trouve ça chez les hommes aussi. Je pense que ça fonctionne de cette façon-là. Souvent, ce sont de jeunes gens relativement éduqués qui ont pris une autonomie relativement jeune, ou pas jeune en tout cas, mais qui ont pris une autonomie, qui ont une façon de voir le mariage, le couple, d'une façon, je dirais, moderne. Pour eux, l'histoire du couple, l'histoire de famille, l'histoire du mariage, c'est l'histoire d'amour entre deux individus et non pas l'histoire de famille. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais je pense qu'en lisant un petit peu Pascal Bruckner, il y a... je pense qu'il ne suffit pas aujourd'hui. C'est-à-dire que le fondement d'une relation amoureuse, basée sur l'amour, selon Pascal Bruckner et a priori Luc Ferry, c'est un fondement, enfin même bien avant Balzac, il a dit lui-même, voire même les modernes. Donc, basé sur l'amour, une relation fragile parce que l'amour c'est une flamme, ce sont des sentiments, ils peuvent se modifier au gré des contingences. Donc il faut qu'il y ait une autre ossature pour que l'amour, pour que cette relation... La durabilité du couple, de lien amoureux. Donc l'amour ne suffit pas pour la durée d'un couple. Céline Dion l'a déjà chanté. Oui, ça suffit pas, c'est fonder une relation sur un château, sur un chat. Il faut effectivement qu'il y ait la dimension de l'amour, la dimension de l'attraction, mais qu'il y ait une raison indépassable, une raison peut-être qui cadre, qui consolide. C'est-à-dire on peut parler d'un projet, c'est-à-dire un projet par exemple. Donc il faut qu'il y ait un projet, une raison en tout cas indépassable, donc, qui permet à la réussite en tout cas de mariage mixte. Oui, mais que conseillez-vous à nos sœurs, à nos frères qui, par un coup de tête ou bien décide du jour au lendemain de choisir un conjoint étranger, sachant qu'on a des spécificités insulaires, c'est-à-dire on est issu d'un petit pays dont tout le monde se connaît, dont les futurs enfants qui seront nés, c'est-à-dire seront heurtés à sa réalité, un pays violent à l'égard de l'étranger, c'est-à-dire que conseillez-vous à ces gens, à ces sœurs et frères, avant de s'attaquer à, je sais pas, de s'attaquer à un tel projet? Non, je n'ai pas de conseil, je ne suis pas un conseiller conjugal. Là, c'est une fonction qui relève de notre ordre. Je n'ai pas un conseil à donner. Je pense comme Pascal Bruckner, il faut qu'il y ait autre chose que là. Il faut qu'il y ait bien sûr la dimension de l'amour, mais il faut qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait un projet. Voilà. Un projet. Il faut qu'il y ait un projet contre lequel... quand il y a une transformation des sentiments, où la flamme qui est à l'origine de la relation diminue, se modifie, se redéfinit, qui est ce projet-là qui définit, qui sauve un petit peu le couple, la famille. Ce projet, je ne sais pas, ça dépend des uns et des autres, d'autres parlent. Donc ça dépend, il faut qu'il y ait, en tout cas, il faut qu'il y ait un projet, autre chose que la dimension affective. Ok, merci M. Moussa Jamal. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir éclairés et à la semaine prochaine. Merci.